Et aujourd'hui, on commence par le premier talk qui va être animé par notre ami et mon ami Mohsen Haddad, qui est from Paris, in Paris, et qui est avec nous pour la troisième fois, dans la troisième édition. C'est un fidèle des fidèles, un des pionniers du challenge. J'ai retrouvé la vidéo qu'il nous avait fait en 2019 à 3 heures du matin, خايفين la connexion ما تمشيش. وفي الحطه تاع محسن. Je suspecte que le البارح تانيك il a charité في الليل à faire des choses ولا رقدت ça va ولا لا رقدت مشاريطي رقدت. محسن. الحمد انا لله. رقدت. Voilà. Donc, salut Mahsen, je te laisse te présenter et je drop le mic et je te laisse faire à partir de maintenant. Merci. Merci Karim. Bonjour à tous, je m'appelle Mohsen Haddad. Je suis ravi d'être invité pour la troisième fois au bootcamp qu'organise Brenco. Merci à Brenco. Une petite pensée à à toute l'Algérie et tous les événements qui se passent et l'adversité. Et merci à Brenco et tous les participants d'aller de l'avant. Donc, je suis très content. Karim m'a invité pour vous présenter un peu mon expérience du passage d'un mode salarié à un mode entrepreneur. Je vais vous faire un retour d'expérience me concernant l'expérience que j'ai acquise au travers des différents contacts que j'ai eu avec d'autres entrepreneurs. Et bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue. Ce ne sont que des conseils et des best practices que je vais vous présenter. Donc, moi, j'ai étudié à l'École nationale polytechnique. Je vais vous partager quelques petits slides. Karim, tu me confirmes que mes slides sont apparents? Nickel, on les voit. Exact. Perfecto. Si je passe en full screen, c'est mieux? Ouais, nickel, merci. Très bien. Donc, moi, j'ai étudié à l'École nationale polytechnique d'Alger. J'ai fait une spécialité en électronique. J'ai par la suite fait un master à Télécom Paris dans les télécommunications. Et j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années, principalement en tant que salarié depuis peut-être 8 ans en tant qu'entrepreneur. J'ai travaillé chez différents acteurs des télécoms et des nouvelles technos. J'ai eu la chance de travailler sur des sujets qui vont de l'idée jusqu'à la réalisation et la commercialisation de produits ou de services chez différents acteurs comme Orange, Philips, SFR, etc. Et au long de ce chemin-là, je me suis beaucoup posé la question de l'entrepreneuriat. J'étais très formaté salarié de par l'environnement familial, de par l'école, etc. Il faut remettre dans le contexte, c'était il y a 20 ans. Et c'était complètement différent. L'accès à l'information était différent. La compréhension des enjeux des entreprises dépend aussi de la maturité de la personne, etc. Donc, sur ces 20 ans, j'ai eu l'occasion aussi comme ils disent, d'apprendre de mes erreurs. J'ai créé une entreprise. Enfin, j'avais un projet qui s'appelait Waouch. C'est un projet que je n'ai pas incorporé au final. Vous aurez des retours d'expérience de cette expérience. Une autre entreprise que j'ai co-créée qui s'appelle Coeus Technologies et celle qui est mon sujet actuel, qui est Easy Broadcast. Je vais vous en parler un peu plus. Mais je me suis rendu compte, en fait, dans toute mon expérience professionnelle, que ce qui m'intéressait le plus ou ce qui me motivait, quel était mon moteur d'action, c'était de créer. J'étais très impliqué dans mes projets. C'est quelque chose que vous retrouverez en tant qu'entrepreneur. Mais à un moment, c'est posé la question de faire les choses pour moi. Je vous parlerai tout à l'heure de tout ce qui est motivation, moteur d'action, un moteur de pérennité de la création d'entreprise et à quel moment on switch d'un mode salarié à un mode entrepreneur. Je vais vous faire un petit retour ou une petite présentation de l'entreprise Easy Broadcast que j'ai co-créée en janvier 2016 avec un autre Algérien qui s'appelle Soufiane Alouibia. Soufiane est quelqu'un qui était dans la pure R&D et qui a eu des idées, qui a fait des brevets, qui sont transformés en produits, en services.
Et dans l'entreprise où il était, il y avait une innovation qui n'allait pas dans l'orientation stratégique de cette entreprise. Et justement, il a eu à travailler son produit avant de négocier avec son entreprise et de se lancer avec moi. Donc, on a créé l'entreprise en 2016 avec un produit qui ressemblait déjà à un minimum viable product. Vous verrez tout au long de ce bootcamp, comment dire, les définitions de toutes les abréviations que je vais citer. Mais en gros, il avait un produit qui était là pour résoudre un enjeu ou un problème. En fait, l'entreprise Easy Broadcast a été créée pour adresser les enjeux de la diffusion audiovisuelle, donc le streaming, sur différents types de réseaux, que ce soit sur Internet, les réseaux d'entreprise, la transmission par satellite. Les choses les plus communes ou les plus connues sont, par exemple, les Netflix-like, les Hulu, les plateformes de diffusion. Toutes ces plateformes de diffusion, en fait, ont un enjeu de qualité de service et un enjeu, bien sûr, comme toute entreprise, de coût. Les 3 brevets d'Easy Broadcast, justement, permettent de modifier la diffusion de la vidéo, le mode de diffusion, pour baisser les coûts de diffusion et pour améliorer la qualité de service. J'ai passé un peu de temps dessus parce que c'est important, en fait, dans ces 2 propositions de valeur qui sont des réponses à des problèmes. Nous avons des interlocuteurs différents. C'est-à-dire, quand vous parlez de baisser les coûts, vous essayez de vendre cette proposition de valeur à certains. Quand vous parlez d'amélioration de la qualité, vous parlez avec d'autres acteurs chez vos clients. J'entends quelqu'un. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau-là? Non. OK. Donc, je disais, ça dépend de vos interlocuteurs. Et j'introduis tout de suite cette notion d'acte de vente. En fait, les pitchs que vous allez apprendre à faire pendant ce bootcamp sont, comment dire, sont la chose principale que vous aurez à faire en tant qu'entrepreneur, c'est vendre. Je ne parle pas de vendre le produit au client final dans un premier temps, c'est vendre votre idée. Je reviendrai là-dessus. Donc maintenant, en fait, l'entreprise fait 15 personnes, pardon, parce qu'on a recruté quelqu'un aux États-Unis, et on adresse un certain nombre de marchés en Europe, aux États-Unis et en Afrique pour la diffusion de contenu d'information, pour la diffusion d'entertainment, pour la diffusion d'entreprises, etc. Comme je vous ai présenté au début, on avait une technologie d'amélioration de la qualité de service, mais on s'est rendu compte que le marché était plus grand sur d'autres sujets et on a développé, on a presque pivoté, mais en fait, on a rajouté des services. On va parler aussi du focus un peu plus tard. Karim et Nour, n'hésitez pas quand il ne me restera plus que 5 minutes à me faire signe. Okay. Parfait. Donc, nous, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, de la toute petite entreprise qui fait une personne à des entreprises qui font des centaines de milliers de salariés. Pour raconter, que ce soit l'histoire de Sofiane, mon associé, ou la mienne, il est important d'envisager ou d'anticiper les qualités d'un entrepreneur avant de se lancer. En fait, on parle de motivation. Il y en a qui créent leur entreprise pour être indépendants, c'est-à-dire qu'ils veulent quitter le monde du salariat et créer leur propre entreprise pour avoir un sentiment de liberté. Il y en a qui créent leur entreprise parce qu'ils ont imaginé une solution à un problème. Du coup, ils sont naturellement drivés dans leur quotidien. Il y a une notion de motivation parce qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes moins moins cadré qu'en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, on vous donne les choses à faire. Vous avez plus ou moins un certain niveau d'autonomie. En revanche, en tant qu'entrepreneur,
vous devez trouver votre motivation à l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va vous dire, ah, tu devrais plutôt faire ça ou faire ça. Il va falloir vous motiver vous-même. Dans cette phase pré-lancement, la chose la plus importante à mon sens, c'est de se connaître justement, de s'informer sur l'entrepreneuriat, de voir le gap et de se former ou de se poser les bonnes questions par rapport à soi. Parce que l'outil principal de la création d'entreprise, c'est soi-même. Donc ça, c'est le point le plus important à mon sens. Cette introspection sur ses motivations, sur pourquoi on veut le faire, sur ses qualités, sur ses compétences. Je n'ai jamais eu autant à apprendre qu'en tant qu'entrepreneur. J'ai eu à apprendre et je dois apprendre pour un certain nombre de choses. Donc exécuter, apprendre à vendre, à fabriquer, etc. J'ai dû passer, avant de me lancer, j'ai dû passer une année entière à me former à différents sujets que je ne connaissais pas. Ça allait d'un contexte, d'un écosystème, d'une législation. Donc, par exemple, en France, savoir comment créer une entreprise, etc. Tiens, dans un premier temps, je dois faire des présentations pour tester mon idée. Il faut que je m'entraîne à pitcher, donc à vendre mon idée. Vous voyez là, dans les best practices que j'ai listées, il y a la volonté, persévérance, vision et objectif. Ça aussi, c'est le deuxième point. La différence avec le monde salarié, c'est le besoin de résilience au stress, aux échecs, ou en tout cas aux petits échecs. Il faut savoir se relever, il faut savoir s'adapter. Il faut continuer. Vous verrez, il y a plein de gens, quand vous allez tester votre idée, qui vont dire cette idée n'a pas de sens, etc. Ne le prenez pas personnellement. Prenez-le comme des suggestions de réflexion pour adresser ces problèmes. En fait, à chaque fois que vous allez pitcher votre idée avant de vous lancer en termes de création, de quitter votre job, chaque occasion est l'occasion d'apprendre à vendre d'un côté, mais également petit à petit construire son business model, construire son entreprise, en tout cas en termes de projection. Un outil, mais également un conseil, c'est savoir s'entourer et se faire aider. Donc, s'entourer et se faire aider, c'est aussi dans le sens du test de son projet. C'est-à-dire, on apprend à vendre. C'est quand on va voir quelqu'un pour lui demander de l'aide, je sais pas, par exemple, pour savoir quels sont les types de financement, etc. Ben, là, on va avoir à pitcher en 1 minute, à pitcher en 5 minutes, à présenter son projet, à répondre aux challenges, etc. Donc la partie savoir vendre est importante. S'entourer est également important parce qu'en fait, ces gens-là aussi, donc, ça peut être des advisors, ça peut être de potentiels associés. Ces gens-là vont vous permettre de maturer l'idée, de maturer le produit, de combler vos lacunes. Souvent, les investisseurs, encore une fois, ce n'est pas la panacée forcément d'avoir un modèle venture capitaliste, mais dans ces use cases et même dans d'autres, il est important de se compléter les uns les autres parce qu'on ne sait jamais en termes de compétences tout faire et surtout pas en termes de temps. Dans l'association sur Easy Broadcast, par exemple, mon associé s'est occupé de la partie R&D avant lancement et après on a recruté des gens pour continuer la recherche et développement. Et moi, je m'occupais de la partie planification, marketing, stratégie. Et là, on est dans l'exécution. Et donc, on est maintenant, enfin, tous les deux, au bout de 6 ans d'existence, sur la partie vente et business développement quasiment full-time. Et on a pu, après avoir créé aussi, continuer à s'entourer avec les bonnes personnes. Ensuite, il y a 2 sujets quand on souhaite créer
d'entreprise qui sont le produit et les finances. Souvent, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un peu d'argent de côté pour avoir un peu de, de possibilité d'échec, ou en tout cas de pouvoir tester son idée, ou de pouvoir exister pendant un temps minimum avant le lancement. C'est pas au premier jour qu'on va réussir forcément à vendre. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est pas un échec, c'est juste la vie de l'entrepreneur. Donc, avoir de la ressource financière ou matérielle. Cette ressource aussi peut prendre la forme de support de son entourage direct, support familial. C'est très important en fait. Par exemple, quand vous avez des enfants, vous êtes marié, ou vous vivez avec d'autres gens, d'avoir leur support. Parce qu'en fait, il y a des hauts et des bas. On a chacun une capacité, une résilience à supporter le stress, à supporter les échecs, les changements, les coups durs, mais l'entourage aide. Si on a un entourage qui va par exemple vous dire non, mais moi je n'y crois pas, si votre mari ou votre femme n'est pas là en support, c'est très très compliqué d'être entrepreneur. Il y a une certaine solitude quand même, parce qu'on a à prendre des décisions. Forcément, quand vous allez présenter votre idée avant son lancement déjà, vous allez avoir des gens qui n'y croient pas. Il ne faut pas que ça vous impacte émotionnellement. Et même si c'est le cas, il faut être résilient. Et l'entourage permet aussi d'avoir du support pour soi en tant qu'être humain. Donc ça, c'est la partie s'entourer. J'ai parlé de la partie perso. Sur la partie professionnelle, il y a beaucoup de gens comme Karim chez Brenco, comme un certain nombre d'entrepreneurs qui sont dans le give back, c'est-à-dire qui ont créé leur entreprise et qui vont pouvoir vous donner des conseils sans forcément de contrepartie. Il y en a qui demandent des contreparties de différentes manières, mais en tout cas, c'est bien de s'entourer avant de pouvoir lancer. Après, il y a des choses très pragmatiques dont je parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est des gens qui vont vous dire, ah tiens, est-ce que tu as pensé à ta supply chain? Est-ce que tu as pensé à ton business model, etc. Donc, il faut savoir s'entourer aussi en termes d'aide dans la création de l'entreprise et du produit. Et donc, moi, je conseille de faire tout cela avant de créer son entreprise. Maintenant, je vais vous parler du produit. Vous pouvez être un fondateur ou cofondateur technique ou non technique. Quand je dis technique, c'est de façon très large. C'est-à-dire avoir la capacité de fabriquer le produit ou le service qu'on veut faire. Il y a des gens, effectivement, qui peuvent vendre un produit qui n'est pas encore existant du tout. Mais c'est des gens à qui on fait confiance par exemple, sur le financement, sur les engagements qu'on peut prendre avec des partenaires de revente, etc. Mais il faut avoir une certaine réputation, il faut avoir déjà créé des choses et générer de la confiance. Maintenant, pour la plupart, je conseillerais plutôt de commencer à travailler sur son produit, son MVP, son Minimum Viable Product. Donc, c'est la solution que vous apportez à un problème dans sa version la plus minimale qui adresse le problème. Et de pouvoir ainsi tester l'attraction des clients, l'attraction des investisseurs. Les outils sont très simples, hein, papier, stylo, PowerPoint. Et vous pouvez faire des séances de tests avec vos familles, votre entourage, des élèves. Vous pouvez faire des sessions de tests pour voir s'il y a un marché. Vous commencez à le faire avant de lancer votre entreprise. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quel moment je quitte mon job? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je conseille d'atteindre un minimum de maturité sur le produit, un minimum de maturité sur les échanges avec de potentiels clients ou potentiels investisseurs avant de se lancer. Donc, pour la partie financement, j'attaque sur mon dernier slide qui est solutions et outils. La partie financement,
est différente d'il y a une vingtaine d'années. Maintenant, il y a des business angels, il y a des investisseurs privés, il y a des chambres de commerce qui peuvent vous informer sur les aides publiques. Il y a des incubateurs aussi qui peuvent et vous accompagner et vous aider à trouver les bons financements, les associations professionnelles. Je parlais tout à l'heure de parler de son idée. Ça permet donc non seulement de faire savoir qu'on lance un nouveau business, ça permet de tester l'attraction des investisseurs et des clients potentiels, de se forger une conviction. Au tout début, j'ai parlé de la partie vision. En fait, on peut avoir une vision, des certitudes sur un produit, sur un marché, mais on se la construit, on la renforce par tous ces échanges-là avec tous ces acteurs-là. Et c'est très important, donc ça dépend des personnalités, mais en tout cas, c'est très important parce que ça vous construit une conviction. Au final, vous allez avoir des premiers tests de levée de fonds, par exemple, ou de Love Money ou de Seed Money. Et au fur et à mesure, en fait, vous vous construisez une conviction. Beaucoup d'investisseurs, quand ils verront votre connaissance de votre marché, ils seront plus à l'écoute. Donc voilà, pour la partie se faire accompagner, il y a les chambres de commerce, les incubateurs, les associations professionnelles, les amis des parents, ses propres amis, etc. Dans les solutions et les outils dont je parle, il y a le vous. En tant qu'entrepreneur, vous allez être soumis à beaucoup de stress, beaucoup de fatigue parce que vous allez travailler énormément. Donc, il faut savoir gérer ça. Il ne faut pas se brûler, être en burn-out ou même être tellement fatigué en fait qu'au final, on n'arrive pas à exécuter ce qu'on a prévu. J'ai parlé de tester son produit. Le business model Canva, c'est une façon de tester son business. Je suppose que dans les sessions de coaching que vous allez avoir, vous allez avoir une introduction au business model Canva qui vous explique quels sont les points à adresser pour définir votre business model sur la supply chain, les segments clients, le modèle de rémunération, etc. Si vous n'êtes pas donc on parlait tout à l'heure de pouvoir tester un produit, un minimum viable product. Soit vous vous associez avec quelqu'un qui est capable de produire ce MVP un peu en avance de phase, ou vous-même, maintenant il y a une nouvelle tendance du low-code, no-code, qui sont des plateformes comme Bubble.io, qui vont vous permettre de fabriquer un produit en tout cas qui exécute toutes les features, qui contient toutes les features et les fonctionnalités que vous pouvez avoir côté produit. Et vous pourrez aller tester et utiliser des outils comme Notion ou même Excel juste pour noter les feedbacks et pouvoir ajuster ce qu'il faut sur le produit et sur le business model. Après, ça, c'est des étapes nécessaires. Ce n'est pas suffisant puisque tester une idée sans faire payer le client final, ça ne veut pas dire… Voilà, la perception de valeur n'est pas intrinsèque à quelqu'un qui dit « Ah oui, j'utiliserai bien votre produit ». Après, quand c'est payant, c'est une autre affaire. Donc voilà, sur… le passage d'un mode salarié à un mode entrepreneur, il y a un shift dans le quotidien, il y a une modification du niveau de stress, du niveau d'implication, du niveau de travail. Il y a un besoin de se compléter en ayant des associés qui ont d'autres compétences et en renforçant ses propres compétences, de tester son produit, d'avoir un minimum de certitude. Moi, je parle en tant qu'ingénieur de formation. En général, les ingénieurs et les gens techniques sont risque averses. Donc, ils ne se lancent pas juste comme ça sur un sujet. D'autres personnalités, d'autres façons de voir la vie font que il y a des gens en fait qui se lancent
sans anticiper autant le risque. Donc tout ce que j'ai listé, c'est une façon aussi pour soi de dérisquer son projet d'entrepreneur. Voilà tout pour ma présentation. Moi, je voulais juste vous dire que c'était l'une des meilleures expériences que j'ai eues dans ma vie professionnelle. Par l'apprentissage, par la richesse des contacts et par ce qu'on crée soi-même. On va passer aux questions, si vous en avez. Karim, tu reprends la main. Allô? Merci, Mohsen. Ok. Oui, je reprends la main, Nour. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ce partage et ce retour d'expérience. Alors oui, on a des questions, bien évidemment. Il y a Sofiane Bekakra qui dit Qui a posé sa question. ma question, c'est quel est le meilleur moment pour que je décide de vraiment passer à plein temps sur mon projet entrepreneurial que tu as abordé rapidement, mais si tu peux juste y revenir un peu plus de détails. À quel moment je dis je démissionne et je suis fully. Donc, on sait très bien qu'il y a une petite transition où on fait un peu les deux, mais c'est à quel moment qu'on décide. À toi, Massa. Merci. En fait, je dirais qu'il y a je propose deux indicateurs très pragmatiques. Le premier, c'est d'avoir le financement à minima perso pour tenir à minima 1 an. Ça, c'est un premier indicateur. Et le deuxième, et ça, c'est un ami entrepreneur algérien aussi en France qui a lancé Active Corner. C'est une start-up dans le sport. Il avait déjà créé une première entreprise et il a pivoté de business model. L'idée était très bonne, mais dans son exécution, il y avait pas, le marché n'était pas là en tout cas. Et lui, justement, le déclencheur du passage de salarié à entrepreneur full-time, c'était le temps qu'il passait. Donc, il a commencé à passer du temps sur sa start-up en parallèle de son métier, de son job salarié. À partir du moment où le temps dont il avait besoin pour exécuter et pour faire monter sa start-up, à partir du moment où il n'avait plus le temps de le faire, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit il faut que je quitte. Et le premier indicateur sur l'argent qu'on se met de côté ou les financements qu'on se trouve, c'est quelque chose qu'on essaie de faire converger au même moment, c'est-à-dire le moment où on est monté en maturité sur son idée, que l'exécution de son idée nécessite plus de temps que juste les week-ends et 1 ou 2 heures le soir. C'est le bon moment justement de se lancer full-time. Je ne dis pas que c'est le moment d'incorporer son entreprise, c'est le moment de se lancer full-time. Voilà. Merci Mohsen, Karim. Alors, une question qui est dans le sujet, comment on est. Alors, cette édition aussi, on l'a dans une logique d'économie de la connaissance. Et quand je te dis économie de la connaissance, ça match quoi dans ton esprit? Et comment s'inscrit, par exemple, Easy Broadcast dans cette logique d'économie de la connaissance? Merci Karim, c'est des sujets brûlants pour nous sur l'économie de la connaissance. En fait, nous, comme on est dans la partie diffusion de la vidéo ou amélioration de la qualité de diffusion ou les produits de diffusion, en fait, on est sur des deals pour amener le e-learning dans des endroits qui ne sont pas couverts par de l'Internet classique. On a un sujet au Mexique, on a un sujet au Pérou, par exemple, qui serait complètement réplicable en Algérie ou en Afrique, qui est d'amener du e-learning dans les écoles, quelle que soit leur localisation, juste avec une antenne parabolique télé, pour diffuser la connaissance. On a un sujet aussi en Inde, où il y a l'accessibilité dans les villages. Bon, après, c'est des sujets pour l'Inde et l'Afrique qui soulèvent d'autres challenges qui sont plus basiques, qui sont par exemple la disponibilité de l'électricité, de l'énergie sur le lieu où on est. Donc, nous, on essaie d'adresser le problème quand il y a de l'électricité et de l'énergie, quand ces sujets-là ne sont pas un problème. Quand c'est juste Internet qui pose un problème. Et en fait, on a une grosse traction sur ce. En fait, la spécificité d'Easy Broadcast, c'est que on n'est pas focus sur un
un seul produit, on a un certain nombre de produits après 6 ans d'existence. Et ce sujet de e-learning et de la diffusion dans des zones où il n'y a pas accès à Internet est un sujet relativement récent, où on est en train de tester les marchés que je viens de citer. Maintenant, sur des sujets qui sont plus basiques, c'est-à-dire de la diffusion pour du e-learning ou même dans la partie education, où il y a de l'Internet, on a un certain nombre de produits qui permettent d'adresser ça. Pour vous donner un exemple, les écoles polytechniques de France, plus d'autres écoles d'ingénieurs, donc il y avait 34 écoles, ils ont passé 3500 entretiens cette année d'embauche d'étudiants, les entretiens d'accès aux écoles en utilisant les solutions d'Easy Broadcast. La solution est aussi utilisée pour la diffusion de cours, etc. Donc, voilà. Très bien, Il merci y a aussi une Mohsen. seconde question Alors, de attends, Sophie. juste, Oui. pardon, je voulais dire aussi ce que vient de dire Mohsen, c'est intéressant. Quand on parle de connaissances, c'est aussi avoir des solutions qui permettent l'accès à la connaissance, c'est-à-dire que ça soit ou des plateformes qui sont des plateformes qui véhiculent ou qui offrent du contenu, mais aussi des technologies qui permettent la transition ou le déplacement de la data d'une façon optimum, simple et surtout dans des zones très dures d'accès où il y a des fractures géographiques, etc., comme ce qu'on a dans notre pays. Hein, je rappelle, c'est des vrais sujets auxquels on fait face. Et aussi, ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, parce qu'on a une des startups qui travaille sur du biogaz, et on en parlait avant-hier, et ce que tu viens de dire, c'est que aussi, parfois, quand on arrive avec des projets où on arrive à régler parfois la problématique de transférer l'information via une technologie comme celle de Easy Broadcast, on a quand même d'autres problématiques dans la logistique qui est l'électricité, l'énergie, et du coup avoir des solutions qui permettraient cette autonomie d'offrir, je ne sais pas moi, 4 heures d'électricité juste pour que les enfants aient accès à l'école pendant 4 heures, ça suffirait amplement. Et là, le biogaz peut être une solution à ces sujets et peut s'inscrire donc du coup vraiment dans des logiques de e-learning. Alors, il y a d'autres questions, on enchaîne. Celle de Tu Sophie voulais la Nour. poser, Nour? Vas-y. Alors, il a dit en business, il y a un concept fondamental qui est le concept d'équilibre et de point de rentabilité. Votre avis, s'il vous plaît? Alors, sur la rentabilité, le ROI d'une startup, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Si vous êtes en modèle autofinancé, nous par exemple, on a eu un investissement en 2016 et depuis, on vit sur les revenus qu'on génère nous-mêmes. Dans ce modèle-là de startup, on ne voulait pas trop se diluer en donnant des parts contre du capital investment. On a cherché comment on appelle ça, la rentabilité très très vite. Donc Easy Broadcast était rentable dès la 3e année d'existence. Ce n'est pas le quotidien ou l'habitude des startups à forte croissance. Parce qu'en fait, quand vous faites un modèle comme ça, votre croissance, elle est plus lente. Quand vous voulez un modèle en croissance plus rapide, parce que vous êtes dans un marché compétitif, parce que vous voulez gagner de la part de marché, comment dire, le point de la rentabilité de l'entreprise est un sujet plus lointain. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher une rentabilité d'EBIT positif, voire même les 5 ou 6 premières années. En fait, on investit énormément. Il y a des indicateurs qui sont la long time value de votre par client de votre produit. Il y a les COGS qui sont les coûts sur les produits vendus, où on va chercher cette rentabilité. Par exemple, vous allez, par rapport à vos coûts de production, chercher 80% de rentabilité sur le revenu d'une unité versus le coût de fabrication de cette unité. En revanche, all in all, quand vous allez faire l'équation, votre bilan, les investissements en marketing par ailleurs, etc., vous ne serez pas rentable parce que ce sont des sujets qui nécessitent de l'investissement. Vous avez de l'investissement en R&D qui doit être constant. Donc ça, c'est si vous voulez lever des fonds, etc., il faut être dans ce mindset-là.
c'est-à-dire présenter un produit qui, à terme, peut être rentable en le prouvant, mais en investissant quand même par ailleurs sur le marketing, la R&D, la vente. Si vous voulez partir en modèle autofinancé, vous devez chercher la rentabilité ASAP, mais vous aurez un modèle de croissance plus long. Alors, pour dernière question, et on va enchaîner sur notre prochain talk qui est avec nous, Ramzi Ikuiran, qui nous a rejoint. Alors, j'ai lu un article, Mohsen, qui disait que Easy Broadcast, possible future licorne européenne. Chez Easy Broadcast, en ce moment, on parle, je suppose, du low code et du citizen developer. Mais qu'est-ce que tu en penses du low code et du citizen developer et qu'est-ce qu'on en pense alors, si tu pourrais en quelques mots dire qu'est-ce que le citizen developer et le low code, et aujourd'hui chez Easy Broadcast, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, indépendamment d'Easy Broadcast, le low code, je l'ai présenté là comme, comme outil de test d'idées. Attention, tous les sujets de low code vous créent une dépendance par rapport à la plateforme. Bubble.io, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle permet de faire n'importe quelle plateforme, en tout cas Internet, technologique. Mais en revanche, vous dépendez complètement d'eux. C'est-à-dire que si vous voulez, s'ils s'arrêtent demain, votre produit s'arrête. Si vous voulez changer des choses, vous trouvez qu'ils sont trop chers, que le support n'est pas bon, vous êtes complètement dépendant. Dans le domaine technologique, en tout cas, le vendor lock est important et il touche aussi le low code. Quand on est une startup dite deep tech, ce que nous on est, on doit maîtriser sa propre technologie. Pour la petite anecdote, là on a un prospect qui hésite à signer parce qu'il a peur de la dépendance d'Easy Broadcast et qui souhaite plutôt acheter le produit mais également investir pour présenter aussi à ses investisseurs une certaine certitude de pérennité de la relation. On a croisé aussi d'autres clients qui sont dans la nouvelle technologie. On leur construit leurs produits et ils disent nous, la dépendance, c'est une sorte de low-code pour eux puisqu'ils achètent un produit. Ils ne le fabriquent pas eux-mêmes. Donc, le make or buy a toujours été un sujet industriel, en tout cas pour les startups deep tech. Low-code, oui, pour tester le produit. Sinon, ça devrait s'arrêter là. Donc, au Ankarib, deux Algériens licorne, Inch'Allah. Inch'Allah. Je t'avais aussi dit que dans la cohorte Y Combinator 2021, hiver 2021, il y a aussi Raouf Yousfi, je crois, qui est un Algérien qui est incubé au Y Combinator. Et je suis sûr qu'il y en a plein que je ne connais pas. Et qui était avec nous dans la deuxième édition du VTech. Merci Mohsen, merci beaucoup. Super. On souhaite beaucoup de succès à Easy Broadcast. Merci beaucoup, encore une fois pour ton partage pour cette troisième année. J'espère que ça a donné une vision plus ou moins claire à nos challengers et aux gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. يا خويا ان شاء الله ليكارن وان شاء الله نشوفوا ايزي بودكاست رغم انها راهي في الجزائر ديجا ايزي بودكاست ولكن sous d'autres noms en étant white label. On aura l'occasion, j'espère, d'avoir un talk dédié à Easy Broadcast avec toi et ton cofondateur pour alimenter le sujet, puisque c'est de la technologie, c'est de la belle technologie. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci encore une fois, Mohsen. Merci beaucoup merci beaucoup et bonne semaine pour tout le monde avec beaucoup d'apprentissage.